Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel dont on parle pas souvent, celui du rôle du père dans l'allaitement. Parce que l'allaitement, c'est pas juste une affaire d'alimentation, c'est vraiment une histoire de couple, de soutien, de présence, de sécurité. Et personnellement, je crois que le père, il peut faire toute la différence. Et donc, merci Véro d'avoir accepté d'échanger à ce sujet avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque on ne souligne pas assez justement l'importance du coparent dans la mise en place de l'allaitement. Avant de commencer, tu peux te présenter rapidement et nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à accompagner les familles autour de l'allaitement. Moi, je suis Véro allaite sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, je suis devenue maman d'une petite fille. J'ai accouché à la maison par choix personnel. Et puis ensuite, ça m'a paru évident de mettre en place l'allaitement. Et puis, les jours et les mois faisant, je voyais pas pourquoi arrêter mon allaitement. Je trouvais pas de réelle raison. Et je me suis confrontée à la réalité qu'il y avait tellement de personnes qui avaient des idées reçues sur l'allaitement. Et donc, comme toute maman, j'ai cherché des justifications à mon geste, au fait que je maintienne mon allaitement, dans un contexte où on est en 2020, je suis à la maison toute seule, très isolée par le Covid. Et donc, forcément, en fait, la seule façon de connecter avec d'autres personnes, c'est via les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je démarre, en fait, en me connectant à d'autres personnes. J'ai envie de me former au maximum sur ce sujet pour trouver des justifications à mon geste, comme je le disais. Et c'est là que je vais me mettre à lire un nombre incalculable de livres sur l'allaitement. Tout ce que je trouve, je le lis. Et je me dis, en fait, mon métier n'a pas de sens. Et très rapidement, je me forme pour pouvoir accompagner les familles dans leur allaitement pour justement briser ces mythes qui font du mal aux mères. Puisque moi, en fait, à l'époque, j'ai un compte Insta dans lequel je réponds à tous les messages en MP. Et donc, toutes les personnes, les mères qui ont des questions, qui ont envie de savoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort de faire ça, est-ce que c'est grave d'allaiter mon bébé la nuit, est-ce que c'est grave de prendre mon bébé dans les bras toute la journée, est-ce que c'est grave de le choyer, de le chouchonner, d'être tout le temps avec lui, est-ce que je vais pas avoir du mal à couper le cordon, on dit souvent ça. Et donc en fait je réponds de façon toujours systématique en disant mais est-ce que toi tu vois un problème, est-ce que réellement tu as l'impression que ce que tu fais est mal, ou plutôt tu as l'impression que les autres pensent que ce que tu fais est mal. Et en fait, je rentre déjà dans l'accompagnement aux familles autour de l'allaitement et je me rends vite compte en me formant sur ce métier d'accompagnante périnatale que ce qui m'intéresse, c'est l'allaitement. Et donc, je décide d'aller beaucoup plus en profondeur autour de ce sujet et de me former avec des pros. En l'occurrence, une grande partie de mes formations sont faites avec des IBCLC. Et on dit souvent, le père, c'est pas lui qui allaite, donc il peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est profondément la phrase qui fait le plus de tort à l'allaitement. Je pense que c'est une réalité qui est complètement éloignée. Enfin, c'est une phrase, qui est éloignée de la réalité, qui est profondément fausse, qui implique, encore une fois, que finalement, c'est la responsabilité de la mère, que si elle veut faire des choix, eh bien, en fait, elle a qu'à les assumer, que finalement, le père n'a pas de réel rôle dans le lien à l'enfant. C'est tellement faux.
Le père a un rôle essentiel et même d'un point de vue scientifique, je vais me permettre de citer des études qui évoquent justement par exemple la dépression postpartum dans les couples mariés qui sont hétérosexuels cisgenres, qui ont démontré que le soutien du père va avoir un impact sur la dépression postpartum. Mais là, on parle même plus d'allaitement. On parle du fait que déjà le père a un rôle dans la santé mentale de la mère en postpartum. Ensuite, dans la mise en place de l'allaitement, le père a un rôle fondamental de prendre soin des personnes qui sont plus capables de prendre soin d'elles-mêmes à ce moment T. Je veux dire que quand une mère vient juste d'accoucher, que ce soit par césarienne, que ce soit par voie basse, que ce soit avec ou sans instrument, avec ou sans péridurale, dans toutes les situations, c'est une personne qui a besoin de se poser, de se reposer, parce que tous ces tissus, les muscles, la peau, l'utérus, le vagin, tout a été complètement distendu et doit maintenant se réparer pour reprendre une forme qui va lui permettre de se tenir à nouveau debout. Les abdominaux ne sont plus à leur bonne fonction, ils sont plus installés correctement, et la conséquence à ça, c'est qu'on peut pas se tenir debout dès le retour de la maternité et dès le moment où on a donné naissance. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre soin de nous, et le père, il a cette fonction-là. Il a cette fonction de nous laisser justement reprendre forme, on va dire, et surtout de permettre de garder bébé en peau à peau, de lui proposer le sein toute la journée, parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre en place la lactation. Parce qu'un bébé, dans son premier mois de vie, il est absolument chaotique, et c'est tout à fait normal. Il vient juste d'atterrir sur cette planète. Il va être chaotique dans son comportement. Il va demander le sein 40 fois d'affilée dans la même heure, et puis après, il va nous laisser tranquille pendant 1 heure et demie. Donc on se dit, ça y est, on a réussi à le caler, et puis il y a toujours cette notion-là, on a réussi à caler un bébé. Pas du tout. Le bébé peut être tout à fait pas en train de mourir de faim, mais il va nous stimuler la poitrine, parce que justement, il doit faire venir le lait, il doit venir stimuler cette poitrine, faire monter la prolactine, et donc sa fonction est de nous stimuler à ce niveau-là. Et donc, c'est pas seulement la faim qui le motive à venir s'accrocher au sein, mais c'est aussi son système nerveux qui vient réclamer de s'accrocher au sein. C'est aussi le fait qu'il est incapable de réguler sa température qui va le faire aller vers le sein. C'est le fait qu'il n'est pas vraiment encore tout à fait capable de s'endormir spontanément comme ça, mais qu'il a besoin justement d'un petit peu de réassurance, de pouvoir retrouver un petit peu ce confort qu'il avait in utero, qu'il va plus avoir quand il est à l'extérieur de l'utérus. Et donc, on imagine souvent ce bébé comme, ça y est, il est délivré, j'ai rendu le paquet au reste de la population, donc maintenant je suis débarrassée de cette grossesse, alors qu'en réalité, on doit continuer cette grossesse et on doit la faire évoluer justement vers cette fameuse rupture du cordon qui va prendre 3, 4, 5 ans, 6 ans parfois. Je ne sais pas si c'est le même cas pour toi, mais dans les femmes avec lesquelles j'ai échangé sur le sujet de l'allaitement, il y avait une idée principale qui ressortait, c'était mon mari arrivait pas à trouver de lien avec le bébé, donc on a commencé à introduire le biberon petit à petit pour qu'il ait cet espace-là pour créer du lien avec son bébé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que quand on a un bébé qui est nouveau-né, dans les premiers mois de vie, je pense surtout aux 3 premiers mois, c'est un bébé qui a des périodes d'éveil qui sont relativement très très courtes. Et donc, ces fameuses périodes d'éveil se terminent généralement vers il s'agace un petit peu et donc il veut retourner au sein pour pouvoir soit se rendormir, soit manger tout simplement. Et donc, on va associer ces périodes d'éveil au fait qu'il faut nourrir l'enfant aussi, parce qu'il va attraper très vite des signes de faim, puis il va s'agacer. Et donc, ça devient effectivement le seul lien qu'on y voit. En fait, je pense que c'est un lien qui est culturel. On accepte culturellement de nourrir un enfant, c'est de lier du lien à l'enfant. Mais on n'accepte pas que culturellement, tisser du lien avec l'enfant, c'est d'abord prendre soin de la mère. On veut pas prendre soin des femmes. C'est dans une société qui est patriarcale, qui est profondément ancrée sur le fait que c'est l'homme qui doit être bien confortable à la maison, ça devient dur d'imaginer que c'est avant tout la femme qui doit trouver ce confort-là. C'est à la femme à qui on doit offrir des ressources, qu'on doit offrir à manger, qu'on doit offrir le temps de rester allongée. Donc que la maison, elle n'est pas à faire le linge, nettoyer, balayer, toutes ces choses-là, puisqu'elle est censée se rester allongée, qu'elle est censée récupérer de son corps, de pouvoir retrouver ses organes au bon endroit. Culturellement, on ne veut pas associer que prendre soin du bébé passe par la mère. Si on avait cette sensation-là, on aurait aussi une mère qui, je le pense profondément, aurait plus facile de par moment dire « tu veux bien prendre mon bébé le temps que j'aille prendre une douche ?» Parce que la personne nous a offert quelque chose aussi.
et qu'on se sent suffisamment en confiance, rassuré par la présence de cette personne, parce que justement, elle prend soin de nous, elle nous reconnaît. Notre bébé, c'est quelque chose qui était, il y a quelques minutes, quelques heures, quelques semaines avant, à l'intérieur de nous. Je sais pas si les gens peuvent se rendre compte à quel point c'est particulier quand on n'a pas été quelqu'un enceinte, mais il y avait quelqu'un qui gigotait à l'intérieur de nous, qui bougeait. On pouvait par moments parler avec lui alors que personne n'avait conscience que ce bébé bougeait et qu'il venait de « Ah, il vient de me taper dans les côtes, ça fait mal, ça fait mal ». Et on est là, on doit vivre comme si de rien n'était alors que « Oh, ça c'était mon foie, là, oh là là bébé, remets-toi de ce côté-là, là ça me fait mal ». Et que pour beaucoup de gens, c'est juste un ventre, alors que pour nous, c'est réellement quelqu'un qui grandit à l'intérieur de nous, que l'on sent bouger constamment, qui va nous transformer visuellement, qui va nous transformer physiquement, et qui en plus de ça va déjà nous priver de confort et de sommeil, et qu'on va quand même aimer profondément déjà de ces instants-là. Donc, quand on va le confier, ce truc qui grandissait à l'intérieur de nous, avec qui on était déjà connecté, je peux pas te le donner si je suis pas en confiance avec toi. Je peux pas être sûre que tu vas bien prendre soin de mon bébé si déjà t'es pas capable de respecter quand je dis non, de respecter que j'ai besoin de sommeil, que j'ai besoin de repos, de respecter que j'ai besoin de manger et que je suis pas un robot aménagé et que je suis pas là pour faire à manger, nettoyer, balayer tout le temps. Et ça, je pense qu'on ne le reconnaît pas assez. Que si tu veux que je te donne ce qui était il y a quelques semaines à l'intérieur de moi, si tu veux que je te laisse avoir ce temps-là avec mon bébé aussi, prends soin de moi. Et donc le père, la grand-mère, la voisine, qui survient comme ça et qui est comme, vas-y, donne-moi le bébé pendant que toi tu vas faire à manger. Donne-moi le bébé pendant que tu ranges ta maison. Donne-moi le bébé. Ben, en fait, j'ai envie de te mettre un gros point dans la figure parce que je te trouve profondément irrespectueux de moi et j'ai pas envie de te donner mon bébé. Et du coup, il peut y avoir un sentiment de protection et de dire, le père, il peut dire, ah ben en fait, regarde, t'es tout le temps avec ton bébé au sein, je peux pas le prendre. Peut-être j'ai pas envie de te le donner. Peut-être à ce moment-là, je me dis, ce bébé, il est peut-être mieux contre moi. Et que dans la réalité des choses, il y a beaucoup de femmes, là où moi je peux avoir un retour là-dessus, il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations où on n'est pas dans un couple qui nécessairement est chaotique au point qu'il devrait vraiment se séparer, mais on a des pères qui ne se rendent pas compte à quel point ils manquent de soins vis-à-vis de leur femme et qui manquent de soins vis-à-vis de la mère de leur enfant, et que s'ils commençaient par tisser du lien à ce niveau-là avec leur femme, il y a des chances que cette femme, elle agisse différemment aussi avec eux. Et que eux, ça les renvoie au fait que je veux nourrir mon bébé. Je veux te prendre du temps que toi tu fais avec ton bébé habituellement, et je veux prendre bébé, je veux lui donner le biberon. Il n'y a pas de mal à donner le biberon, qu'on soit très clair. Et dans certaines situations, il faut aussi contextualiser. Là, je parle de façon générale, mais je sais aussi qu'il y a des personnes et des situations dans lesquelles le seul moment où le père peut rentrer à la maison, c'est pile le moment où c'est le nourrissage du soir et c'est le moment où il va faire les multiples tétés, et que la mère, elle va dire, oui, mais c'est aussi mon seul moment pour prendre une douche tranquille. En fait, dans ce conditionnement-là, oui, d'accord, va prendre ta douche, laisse papa nourrir au biberon, c'est encore différent. Mais il y a aussi des situations où, en fait, quelque part, si on creuse, la mère, elle veut pas donner bébé par moment aussi parce qu'elle se sent pas en confiance avec la personne avec qui elle est aussi. Pas à ce niveau-là. Un autre retour que j'ai régulièrement, c'est c'était dur, elle souffrait beaucoup, elle était épuisée, et du coup, je lui ai dit que c'était bon, qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait, et que pour l'aider, je lui ai proposé de passer au lait artificiel. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté une boîte de poudre de lait en poudre. Qu'est-ce que tu en penses? Le partenaire qui dit qui veut sauver la mère qui est en souffrance parce qu'elle a des crevasses, parce qu'elle dort pas, parce qu'elle a tout le temps bébé au sein. La mère qui dit qu'elle est fatiguée, elle raconte un bouleversement à l'intérieur d'elle qui est réel. Et j'accumule ça, j'associe ça à 3 types de fatigue. Il y a la fatigue qui est physique, parce que la mère ne mange pas assez, réellement en termes de calories. Elle sous-estime son besoin en apport calorique, et donc elle a une fatigue qui est vraiment physique, liée vraiment au simple fait de, si t'as faim toute la journée, t'es fatigué. Ton corps, il va bâiller beaucoup, il va tirer vers le bas, il va pas y arriver. L'autre fatigue aussi, c'est la fatigue toujours physique associée là, c'est le côté où la mère est carencée. Quand on allaite, on a besoin d'iode, on a besoin de magnésium, on a besoin de zinc, on a besoin de calcium, parce que lorsque le corps fait un choix, il fait le choix du bébé. Donc il va pas privilégier la mère, parce que lui, ce qu'il veut, c'est perdurer dans le temps.
d'accord? La nature, elle veut ça, elle veut qu'on se développe dans le temps et qu'on continue d'évoluer. Donc, elle privilégiera toujours le bébé à la mère. Donc, dans cette situation-là, s'il n'y a pas de zinc dans son alimentation, le corps va aller le chercher à l'intérieur de ce qui reste. Et donc, elle va vite être carencée, mais carrément dans les genoux. On est loin de une personne classique a besoin de telle quantité de iode. Et puis, quand on regarde, l'iode, par exemple, je vous donne une idée, mais l'iode fait fonctionner aussi la thyroïde, par exemple. Donc, la thyroïde, si on est fatigué, on est encore plus éclaté si notre thyroïde fonctionne pas correctement. Et elle peut fonctionner dans ses limites, en fait. Et quand on va faire des petites prises de sang, on va dire, bon, elle fonctionne. Mais en fait, elle fonctionne pas comme elle devrait, à plein tube, correctement. Donc, cette fatigue, c'est physique. Et là, la mère, quand elle est comme ça, elle en a pas conscience qu'elle mange pas bien. Et donc, il faut réussir à avoir la conversation. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que t'arrives? Et puis alors, elle va dire sincèrement, moi, je disais à une maman, ok, comment tu te sens? Je me sens tellement fatiguée, cet allaitement, c'est une fatigue, je suis pas bien et tout. Et ton mari, c'est comment? Ah, bah, c'est super. Ah, et ta fille, elle est comment? Ah, c'est super. Et ton bébé, il est comment? Ah, c'est super. Qu'est-ce que tu manges? Alors, le matin, cracotte café, le midi, je prends une petite soupe, et le soir, petite soupe avec cracotte de nouveau, et peut-être un petit quelque chose sur le côté. J'exagère à peine. J'ai pas le temps, Véro, de manger. Ah, je sais, ouais, c'est dur de manger. Mais en fait, là, si on trouve pas de solution pour te faire manger mieux et plus, tu vas continuer d'être fatigué. Et surtout, on va trouver une non-variabilité dans l'alimentation qui va faire que la personne, elle est concentrée sur une catégorie d'aliments faciles à cuisiner, comme les pâtes, le riz, que sais-je, qui vont parfois apporter des calories, mais qui vont pas apporter tous les bienfaits d'une alimentation variée et équilibrée sur la partie légumes, fruits et compagnie. Donc, cette fatigue-là, d'accord, c'est déjà une première fatigue. La deuxième fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Je m'attendais pas à ça. C'est plutôt ça qu'on entend. Si je suis fatiguée, je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, un bébé, on peut s'imaginer à tort, parce qu'on a vu des représentations culturelles, on a l'impression qu'un bébé, c'est juste, voilà, tu l'as, et puis la nuit, tu le redéposes dans son lit, tu lui fais un gros bisou, mon petit chat, je te retrouve demain à 7h, peut-être 8h, 9h du matin, en fonction d'à quelle heure j'aime bien me réveiller. Puis je te retrouve, et puis tu vas refaire une petite sieste. Bisous mon petit chat, j'ai de nouveau 1h et demie devant moi. Non, c'est non-stop. C'est non-stop, et surtout dans un cadre où on a envie de mettre en place un allaitement. On parle de stimulation sur les premières semaines, toutes les 2 à 4 heures. Ça veut dire que, même la nuit, le bébé va venir stimuler la poitrine. Et ça veut dire que c'est un job qui dure 24/24. Et là où, peut-être dans le passé, on a eu le droit d'avoir des pauses le week-end, on a eu le droit d'avoir des pauses parce que, c'est le week-end, je pars en vacances, je fais ce que je veux, et puis là, bébé, pouf. Ah non, en fait, samedi, tu bosses, dimanche, tu bosses, les jours fériés, tu bosses, et surtout, c'est ce labeur, c'est ce travail qui n'est pas reconnu par la société. Comme si tu faisais rien, t'es en congé, a-t-on dit. En congé de où, de quoi? Je suis pas partie en vacances, en fait. Je suis à la maison au charbon matin, midi, soir, il y a personne qui vient m'aider. Donc, une fatigue aussi qui est émotionnelle de cette non-pause. Et puis, tu penses sincèrement que tu vas pouvoir te brosser les dents comme avant, que tu vas pouvoir prendre ta douche comme avant, que tu vas pouvoir mettre des vêtements propres toute la journée, alors que tu t'es changé 4 fois, tu te rends compte que la machine à laver, elle est déjà à tout renettoyer parce que tu pues. Et le fait que tu pues, tu te dis, mais c'est pas normal, je suis pas censée puer quand même. Tu sors de la douche, tu pues. Et t'es là comme, mais pourquoi je sors de la douche, je sens mauvais? Douche, je sens mauvais. Mais parce que ton corps veut s'occuper du bébé, en fait. Ton corps, il veut que le bébé vienne s'installer correctement au sein, il veut que tu le reconnaisses, qu'il y ait ce lien qui se crée à travers tout ça. Et cette fatigue émotionnelle qui vient aussi toujours de ce patriarcat qui fait que les hommes comprennent pas à quel point c'est chamboulant. Et aussi parce que émotionnellement, tu vois ton partenaire, il est pas du tout bouleversé au même niveau que toi. Alors déjà, pendant la grossesse, ça peut être un petit peu choquant, surtout sur le dernier trimestre. Tu sens la lourdeur dans le bas du dos, tu sens que ton utérus il prend de la place, et là tu vois ton mec qui dort la nuit et qui dit « Ça va ma chérie, t'as bien dormi ?» Et toi t'es comme « J'ai vraiment envie que tu te taises là tout de suite. » Que quand il y a l'accouchement qui a eu lieu, tu vois bien que lui, il a pas eu de césarienne, de péridurale, qu'il a pas eu 12 heures, 40 heures, 50 heures de travail derrière le dos, il a pas eu de toucher vaginal, il a pas eu quelqu'un qui est venu le tripoter pendant toutes les heures, pendant des heures et des heures. On voit notre partenaire qui n'est pas modifié par cette naissance, qui n'est pas réellement impacté physiquement,
et qui peut avoir envie lui aussi de se plaindre des difficultés qu'il va rencontrer, mais en plus de ça, qui ne va pas toujours comprendre à quel point il est essentiel pour lui d'être présent, d'être efficace, d'être dans l'accompagnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de choses à faire dès le retour de la maternité, justement, prendre un petit peu plus la maison à charge, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, les chiffres nous le montrent. Oui, il y a des pères qui peuvent prendre déjà un peu plus de place dans le soin de la maison, mais on n'est toujours pas sur un équilibre parfait dans la vaste majorité des cas. Et qu'il faut retirer aussi pas seulement de la charge ménagère, mais de la charge mentale. Il faut prendre le temps de prendre soin de la mère, de lui offrir du temps pour qu'elle puisse aller prendre une douche justement, se laver les dents, pouvoir manger avec ses deux mains, un plat chaud, quelque chose qui va vraiment être réconfortant. Et que là où il y a vraiment une dissonance, c'est la réalité dans laquelle la mère est du fait qu'elle vient d'accoucher, et d'un père qui n'est pas changé physiquement, mais qui peut avoir tendance à continuer de rester, c'est un mécanisme normal, mais de vouloir rester sur la même façon de vivre qu'avant. Lui, il n'est pas impacté physiquement, il n'est pas encore complètement en train de tisser du lien avec son bébé, et donc il peut avoir l'impression que c'est ok de continuer à vivre comme avant. C'est dimanche, je vais au foot. Enfin, je vois tellement des pères qui sont là, mon mari qui me dit, ah oui, tu sais, un tel, elle a accouché mardi. Ah ouais, ok, ah oui, du coup, t'as pas vu le mari en question. Ah bah si, il était à l'enterrement, pardon, à l'entraînement. Non mais je me dis, mais quoi? Tu veux dire que là, son bébé est né il y a 5 jours, et il est venu à l'entraînement de foot, qui dure même pas l'entraînement de foot, on parle du match de foot, qui dure vraiment comme 4-5 heures le dimanche après-midi, et dans ma tête, je me dis, la pauvre, parce que je suis sûre que pour elle, culturellement, c'est acceptable que son mari aille faire combien d'heures d'entraînement de foot à ce moment-là, mais j'ai envie de prendre ce mec par le callback et de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quel manque de respect tu fais à ta femme? Retourne tout de suite à la maison, va l'aider, va la soutenir, va l'accompagner. Alors il y en aura qui diront, oui, mais il faut bien qu'on respire de temps en temps. J'aime bien dire, quand on vient d'accompagner la naissance d'un bébé, l'arrivée d'un bébé dans notre famille, c'est pas le temps pour le repos en réalité. C'est le temps pour le repos de la vie sociale extérieure, ça oui. Donc, les entraînements de foot, les repas de famille à rallonge, les situations dans lesquelles on va aller se promener sur le marché alors que le bébé est né il y a 2 semaines, ces situations-là peuvent attendre. C'est ok. Ah oui, un tel, elle vient d'avoir un enfant, culturellement, on va dire, ah ok, je comprends mieux pourquoi elle est à la maison et qu'elle n'est pas venue sur le marché. Ah, je comprends mieux qu'elle n'est pas là au repas de famille. Ah, je comprends mieux que son mari n'est pas venu à l'entraînement de foot. Ah oui, elle vient d'avoir un bébé. Il y a un petit être qui demande du soin 24 heures sur 24, qui en plus de ça, demande à la mère de se réparer physiquement, demande à la mère de lui donner le sein énormément la journée. Le père a un rôle fondamental à jouer dans la prise en charge du foyer à ce moment-là. Et pourquoi le congé parental devrait être pris à ce moment-là? C'est surtout pour ça. Alors il y a des familles qui vont dire, ah non, on a privilégié le fait de prendre le congé paternité 2-3 mois plus tard, comme ça on peut partir tous en vacances pendant 1 mois. Je suis pas là pour juger, je suis juste là pour dire, est-ce que c'est pertinent sur le très long terme d'avoir privilégié des vacances cette année-là, tous ensemble, ou ça aurait été fondamentalement plus intéressant d'avoir tout le monde à la maison pendant ce premier mois de vie, pour faire en sorte que tout le monde prenne soin l'un de l'autre et que chacun puisse avoir du temps. Parce que c'est bien pour que papa il puisse respirer, je dis pas le contraire. Mais c'est pas au détriment de la mère qui peut pas respirer. Si toi tu pars faire 5 heures d'entraînement le dimanche après-midi, ok, mais prépare-toi à faire 5 heures de nuit pour qu'elle puisse dormir pendant 5 heures alors dans ce cas-là. Et que bébé, on vienne le mettre au sein, il a tété, ok c'est bon, je reprends bébé, et je vais le bercer, je vais l'accompagner, je vais lui faire dodo sur moi parce que les premières nuits, il va pas dormir dans le cododo que vous avez acheté 250 €, d'accord? Il va dormir sur vous, il va être coincé entre une poitrine chaude et une autre poitrine chaude, il va attendre que ça, parce qu'il veut pas dépenser de l'énergie caloriquement pour être au milieu d'une turbulette, au milieu de nulle part, et se les geler à moitié. Non, il a besoin d'être dans les bras, sur vous, de sentir votre chaleur, d'entendre les battements de cœur, de reconnaître la voix de papa, de reconnaître son odeur, et de dire c'est lui le gars qui était là de l'autre côté de la paroi la quasi-majorité du temps. J'ai bien senti quand il était là, maman elle était contente de le voir à côté. J'ai bien senti que quand lui était là, il se passe un peu quelque chose. C'est le gars qui était là tout le temps. Donc lui, il sent cette odeur. Donc lui, il parle de cette façon quand il est en dehors de l'utérus. Donc lui, ok, quand il veut me bercer, il fait comme ci, il fait comme ça. Et ça, c'est le rôle vraiment essentiel du père dans les premières semaines de vie après l'arrivée du bébé.
Dans une situation comme ça, en vrai, je peux vous le dire d'expérience, papa prend beaucoup de place dans le mécanisme de la maison. En réalité, il y a beaucoup de moments où le bébé va faire des siestes de 2-3 heures parce qu'il n'est pas dans un contexte où on essaye de lui apprendre à être dans son cododo, à part, tout seul. Il est dans un contexte où il est sur nous, dans nos bras, il est au chaud. Bah, je peux vous dire, il y a des moments où vous allez faire 2-3 heures, bébé dort, vous regardez un film. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. C'est pas nécessaire. On culpabilise pas mal aussi à la maternité. Alors j'entendais des gens qui disaient surtout aucun son dans la maison, pas de télé, pas de radio, vous pouvez lire un livre. Je dis mais attends, t'imagines, tu passes toute ta journée à juste lire des livres. Je vous aime bien, hein, les gens à la maternité qui disent ça. On est en 2026 en fait, on regarde la télé, on peut regarder un peu son TikTok en attendant que bébé dort sur nous. C'est vrai que pendant la tétée, pendant les moments de change, pendant ces moments-là, c'est crucial de ne pas avoir les yeux rivés sur les écrans, bien sûr, parce qu'on appelle ça la technopérance. Mais quand bébé dort, qu'il est bien au chaud sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire plus? Alors on peut faire une sieste aussi de l'autre côté, si on a l'opportunité de dormir, parce qu'on n'est pas toujours prêt à dormir à toute heure de la journée aussi, parce que notre cortisol aussi fonctionne. Et puis le reste du temps, on peut se divertir, on peut avoir une copine qui vient à la maison, mais alors vous gardez votre maison pas propre, d'accord? Ça c'est vraiment crucial. Et puis vous dites à la copine de s'asseoir entre les langes et le truc qui est resté à côté du canapé. Elle s'installe correctement, et puis vous papotez, ok, pas de souci. Mais il faut que ce soit des moments pendant lesquels on soit axé sur le repos, la connexion au bébé, et pendant le change, on va être en connexion avec bébé, et pendant les moments de bain, les moments de portage, enfin, même le portage, on l'utilise pour pouvoir, par exemple, s'occuper d'un plus grand ou autre. S'il y a un plus grand, d'ailleurs, moi, ce que je dis toujours, c'est préparer un panier à grand frère, grande sœur. Parce que les écrans, c'est non, hein, on est bien d'accord, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le panier à grand frère, grande sœur, il va être mis à côté de notre endroit de tété favori, et on va sortir des petits jeux, des petits machins qui sont faciles à faire à côté avec un plus grand, et de dire, bah voilà, je vais lire un livre avec toi, ou là, c'est le moment, je peux faire ce jeu. Moi, j'avais un jeu de cartes avec ma plus grande, par exemple, et on jouait aux cartes très très souvent pendant que bébé faisait sa sieste sur moi. Et je restais allongée, je faisais la tétée, je pouvais rester avec bébé sur moi, et elle restait à côté de moi, on faisait un jeu de cartes, on faisait un jeu adapté à son âge. On va pas faire des trucs on va pas faire de peinture et de dessin, on est bien d'accord, dans un canapé, mais il y a plein de choses qu'on peut aller imaginer, qu'on va faire ensemble, et on va pouvoir distraire le plus grand, tout en étant dans le soin du plus petit, lui donner la tétée à volonté, le garder sur nous pour les siestes, mais on n'est pas en train de prendre bébé, lui donner le sein debout, en même temps aller se tordre dans tous les sens, crever de mal au dos, etc., juste parce que le plus important, c'est de rester dans un rôle actif, etc., alors que le soin, première semaine, c'est juste de s'allonger et de se reposer. Ça m'aurait changé la vie de savoir. Sur un autre sujet qui est lié à ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais d'alimentation, des carences. Il y a effectivement, je n'ai pas le temps de manger, mais il y a aussi cette idée de, il faut que je récupère mon corps d'avant. Et ça peut aller à la fois chez la maman, mais aussi le papa qui se dit, non mais là, il faudrait qu'elle fasse attention. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage là-dessus? Le corps d'avant n'existe pas. C'est la première chose il faut vraiment se l'incruster dans son cerveau. Donc pour ce qui est de la partie alimentation du corps d'avant, il faut vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas de corps d'avant. Et quand on arrive à accepter l'idée qu'il n'y a pas de corps d'avant, on peut vite se rendre compte que l'allaitement, il n'a pas vocation à faire perdre du poids comme beaucoup l'ont vendu. Je pense que ça a été un peu un argument marketing de dire oui, l'allaitement fait perdre du poids, comme ça on va pousser les femmes à allaiter avec cet argument-là. Et je pense qu'il est un peu fallacieux parce que en réalité, l'allaitement n'a pas vocation à faire perdre du poids. Ce qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Si tu ne manges pas assez par rapport à ce que tu consommes comme énergie, oui, c'est une évidence, tu vas perdre du poids. Si en revanche tu consommes suffisamment par rapport à tes besoins caloriques, tu vas garder juste ton poids actuel. Si en revanche tu as augmenté ton apport calorique par rapport à tes besoins réels, eh ben oui, tu vas prendre du poids. Et parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'on avait quelqu'un qui était très 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 active avant la grossesse. Puis elle tombe enceinte.
voilà, au fur et à mesure de la grossesse, elle va être de moins en moins active parce que le corps ne permet pas de faire les mêmes mouvements qu'avant. Et que même si elle reste active, ce sera plus avec la même activité, la même intensité qu'avant. Puis on va accoucher de notre bébé et on va beaucoup passer de temps allongé. Et c'est absolument bénéfique, il faut le souligner. On peut alors utiliser un petit peu de cette graisse qui a été entassée déjà pendant les derniers mois. Il faut savoir que l'insuline va fonctionner différemment parce qu'elle va faire en sorte de stocker un maximum de graisse pendant le dernier trimestre. C'est vraiment prévu pour. Et du coup, quand on est dans la période juste après l'accouchement, on va avoir les 3 mois où on va avoir besoin de s'allonger, rester disponible pour bébé. Cet excédent calorique qu'on a eu, en fait, va servir à compenser les premiers mois, justement, ce besoin d'énergie supplémentaire qu'on avait avant. Ce qu'il faut souligner, c'est que les hormones, elles vont avoir un rôle sur la satiété de la personne. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ça va donner le sentiment de bloquer la satiété, donc j'ai plus faim. Mais chez d'autres personnes, ça va faire l'effet inverse. Ça va faire l'effet de j'ai la dalle, faut que je mange. Et il faut que la personne respecte, dans la vaste majeure partie du temps, ce besoin de manger. Parce que quand on n'a pas mangé assez, je le rappelle, on devient irascible, on devient démotivé, on a le sentiment de fatigue. Il faut qu'on garde un sentiment de non-fatigue. Il faut qu'on ait l'impression que notre journée se passe bien. Je vous fais un peu une différence, mais les premières semaines postpartum, on doit manger presque plus qu'un homme, alors que quand l'allaitement avance, et donc en général c'est là que la personne elle va vous dire les 3-4 premiers mois j'ai perdu du poids, mais très vite j'en ai repris. En fait c'est ce truc-là, c'est qu'après ça se régule, mais on continue de consommer la même quantité qu'on était en train de consommer. Pour le mari, il y a toujours quelque chose qui me questionne dans aussi l'ambition que la femme reprenne forme, comme s'il y avait une forme acceptable de corps. Et pour moi, là, ça me questionne beaucoup. Il y a une réalité qui est, si tu aimes profondément quelqu'un, est-ce que réellement la forme exacte de son corps a un impact sur l'amour que tu lui portes? Et que, en réalité, ces transformations physiques que traverse la personne que tu aimes sont des transformations physiques naturelles, biologiques, attendues. Et donc, peux-tu vraiment dire que c'est acceptable de rechercher à ce que cette personne ait le corps, finalement, d'avant, qui est celui d'un enfant, parfois? Je veux dire, il y a des personnes qui commencent à avoir des formes plutôt rondes à partir du moment où elles ont accouché, qu'elles ont eu un enfant, elles ont une poitrine plus avancée, et c'est des formes qui sont celles d'une femme, d'une personne qui est devenue maman, qui est devenue mère, et elles sont parfaitement attendues, normales et biologiques. Et que l'amour que l'on porte à quelqu'un ne doit pas se résumer à la forme de son corps. Et parfois, il y a des pathologies qui vont survenir en postpartum, qui vont avoir un impact cataclysmique sur la forme du corps. Quand je dis cataclysmique, c'est même la personne qui le vit, elle peut, quoi qu'il arrive, elle va mal subir cette transformation de corps qui a fait un cataclysme à l'intérieur d'elle, mais aussi à l'extérieur d'elle. Et qu'il y a des pathologies qu'on peut rencontrer qui vont empêcher de retrouver le corps d'avant, même si on était très très volontaire et qu'on mangeait très peu. Et cette idée aussi de réduire l'apport calorique, il a un impact aussi sur la façon dont on va s'occuper de notre bébé si on est très fatigué. Et ça peut aussi entraîner chez certaines femmes à la baisse de lactation. Je suis fatiguée, j'en ai marre, ça me saoule. Mon bébé me réclame à manger, tiens, je vais essayer de lui mettre la tétine plutôt que de le mettre au sein. Mon bébé s'agite et se bouge dans tous les sens, et si je lui mettais le petit doigt plutôt, ce sera moins fatigant. Ou je vais proposer, oh chérie, tu veux pas donner un biberon de lait artificiel parce que en fait c'est plus simple. C'est quoi, c'est plus simple? Oui, c'est moins fatigant puisque t'es en déficit calorique toute la journée et que tu crèves de faim et que t'as besoin de manger en fait. Et puis après il y a l'émotionnel. Ce que je disais tout à l'heure, le mari il a avancé, il vit sa vie, il fait tout ce qu'il veut et puis moi je suis complètement perdue là-dedans. Et qui suis-je? En fait, je ne suis plus que ça, je suis plus qu'une mère, une femme qui donne à manger toute la journée à son bébé, qui doit nourrir toute la famille, qui doit continuer à ranger, nettoyer, balayer. J'ai même plus de temps pour pouvoir prendre une simple douche. Et là, c'est fatigant, ouais. C'est fatigant. Alors que la belle-mère arrête pas de dire, mais ma chérie, laisse-moi lui donner un biberon, tu vas pouvoir te reposer. Non, pire, tu vas pouvoir aller plier ton linge. Toutes les personnes qui ont dit ça un jour à une femme, je vous haïs profondément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Est-ce que tu peux juste remonter ton micro parce que du coup, comme ça va vers le bas, j'entends du coup les bruits de succion. Ouais, pardon. Non, je l'ai vécu aussi et c'est vrai que il y a des moments où tu es perdu en fait. Tu as ce retour de la société qui te dit il faut continuer la vie comme avant et ton corps il n'est pas fait pour ça. Donc c'est un peu la schizophrénie dans ta tête. Je voulais ressouligner à quel point c'est véritablement effectivement l'envie d'aller dans un sens, la femme parfaite, la femme idéale, qui prend soin de sa famille, parce qu'elle prend bien soin de sa famille, alors son mari va pas se barrer, son mari va pas la tromper, si elle lui donne son corps, même si elle en a pas envie, mon mari va rester. Si quelqu'un est maltraitant, il sera maltraitant jusqu'au bout. Et même si vous lui donnez tout ce que vous pouvez lui donner, il vous maltraitera quand même derrière. Quelqu'un qui n'a pas appris à prendre soin de quelqu'un d'autre, restera dans cette disposition-là. Et le gros souci du postpartum et de la grossesse, c'est que ça va venir souligner à quel point certaines personnes s'autorisent à être absolument malveillantes envers d'autres personnes. Et ça offre un peu, on a cette personne qui est vulnérable, la femme qui vient d'accoucher, qui vient d'avoir un bébé, et en fait, ça nous offre une porte ouverte pour certaines personnes à être encore plus désagréables, maltraitantes, parce que justement, on est dans cette situation qui est de vulnérabilité où en fait, parfois on peut pas dire non. On a vraiment besoin que quelqu'un vienne s'occuper de notre bébé 2 heures et tout soudain, il y a la belle-mère qui se propose. Et même si cette belle-mère, on sait très bien qu'elle va pas respecter notre façon de materner notre bébé, mais en fait, on a besoin de nos 2 heures de répit et on va s'asseoir sur nos envies, nos désirs, notre façon de materner parce que j'ai besoin de 2 heures. Et du coup, la culpabilité monte. Mais quelle mère je suis? Et vraiment, là, c'est le moment où j'ai envie de dire, si jamais ça vous est arrivé, déculpabilisez parce que c'est vraiment la société qui vous maltraite dans cette situation-là. C'est pas vous qui êtes maltraitante vis-à-vis de votre enfant, c'est aussi la société qui vous maltraite et qui vous impose de survivre au lieu de vivre correctement votre postpartum. Merci. J'avais une question par rapport aux hormones. Parce qu'il y a les hormones du postpartum, mais l'allaitement en soi va provoquer aussi des bouleversements d'hormones qui peuvent faire que notre état d'esprit, notre humeur va être très changeant, très fluctuant dans la journée. On peut passer de il n'y a plus rien qui va, je suis la pire mère du monde à je suis dans la joie. Et un père, face à tous ces bouleversements, peut être un peu largué. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le rassurer et pour qu'il puisse aussi mieux accompagner sa femme qui vit traverser cette montagne russe qui est inexplicable pour lui? Le bouleversement hormonal est, encore une fois, parfaitement biologique, naturel et attendu. Et j'ai presque envie de dire, c'est le moment d'apprendre. Les bouleversements hormonaux, c'est une opportunité de comprendre comment gérer les émotions des autres. Quand il s'agit de gérer les émotions d'une personne qui est en postpartum, qui est réellement bouleversée par ce qui la traverse, et le fait que le matin je me sens super, l'après-midi je me sens complètement dans mes chaussettes, que tout est tout le temps en reconditionnement, en re-questionnement, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais assez, est-ce que je suis suffisante? La première chose, c'est de reconnaître les émotions par lesquelles les personnes passent. L'idée même de dire c'est pas grave mon cœur, mais non t'as tort, faut pas penser ça, c'est pas réel, c'est dans ta tête, c'est juste les hormones, c'est très agaçant parce que c'est une façon d'éteindre l'émotion par laquelle la personne passe. Je te vois mon cœur, je vois que t'es en colère, je vois que t'es triste, je te vois inquiète, je sais à quel point le fait d'être une bonne mère, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Si je suis là, si t'as envie d'en parler, je suis à côté de toi. C'est une phrase qui est beaucoup plus adaptée. Tu sais, parfois, il va se passer que la naissance, elle a été un petit peu plus bouleversante que ce qu'on avait envisagé ou qu'on avait eu envie d'avoir. Et du coup, les personnes vont traverser et l'arrivée d'un bébé et le fait d'avoir vécu un traumatisme pendant l'accouchement. Et on peut dire très facilement à quelqu'un ouais, mais l'essentiel, c'est que vous alliez bien toutes les deux. Et ça, c'est vraiment typiquement des phrases qui éteignent l'émotion par laquelle la personne passe. À la place, on peut dire des phrases comme « Je sais que tu voulais un accouchement, sans péridurale, sans césarienne. Je sais que tu voulais réellement pouvoir te connecter dès le départ avec ton bébé, que tu voulais réellement que les choses se passent de façon fluide, qu'elles soient belles. Je suis vraiment désolée de ce qui te soit arrivé. Et je suis tellement heureux qu'en réalité, vous soyez sortis tous les deux.
mais je suis là pour toi, si tu as envie d'en parler, d'en reparler, d'expliquer encore et encore comment cette naissance qui n'a pas été celle que tu voulais s'est déroulée telle qu'elle s'est déroulée. Ou par exemple, justement, comme l'allaitement peut être difficile à être mis en place, on peut avoir tendance, comme tu disais tout à l'heure, à dire « mais je vais te donner un biberon de lait artificiel à ton bébé, comme ça il va se caler, comme ça t'auras pu l'allaiter ». Et la personne, elle va lui dire « mais purée, t'as rien compris en fait. C'est juste neuneux, t'as rien compris. » Parce qu'en réalité, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que la personne, elle vit des émotions et qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise « tu sais quoi, j'ai la solution à tous tes problèmes, on arrête tout sur le champ ». Elle a besoin qu'on lui dise « je sais mon cœur, je sais que c'est dur ce que t'es en train de vivre. Je vois bien que ton bébé il te fait du mal. Je vois bien que les mises au sein sont pas parfaites. Je vois bien que la prise de poids, elle est pas comme on aurait voulu. Et je suis là pour t'accompagner. On est là, on va y arriver ensemble. On va traverser cette épreuve en famille et on va trouver le moyen de faire vivre cet allaitement comme toi, t'en as envie de le faire vivre. Parce que ça reste son corps et ça reste son choix à elle de faire vivre un allaitement d'une façon ou d'une autre. Et que le père n'a pas sa question là-dedans. Il n'a pas à décider à la place de la mère de ce qui est le mieux en termes de comment est-ce qu'on va nourrir le bébé. Ça reste un investissement avant toute chose de la mère et du choix de comment est-ce qu'elle va faire mettre en place cet allaitement. Est-ce qu'elle voudra dire « ouais, en fait, ça m'arrange que tu lui donnes un biberon par jour ». Ok, super, tant que c'est en corrélation avec ce qu'elle a envie de mettre en place. Mais si elle a envie de dire « je vais l'allaiter et je vais me réveiller 15 fois par nuit et le matin, tu vas te lever, toi, à 5 heures du mat avec le bébé pour aller passer 3 heures avec lui pour que moi, je puisse avoir 3 heures d'affilée », bah c'est comme ça qu'on va faire. Ça reste son choix. Et un truc qui est très perturbant pour les hommes, c'est le fait que dans la maternité et dans le postpartum, c'est pas eux le rôle principal. C'est pas le bébé le rôle principal. Le rôle principal, c'est la mère. C'est elle, la réelle décisionnaire de qu'est-ce qui va se passer, à quel moment ça va se dérouler. Le partenaire, il peut évidemment, bien entendu, soutenir, il peut donner son avis, il peut parler de ce que lui, il voit, de ce qu'il observe, mais c'est pas à lui de décider. Il pourra dire tu sais, mon cœur, je pense quand même que, par exemple, à tel moment, je pourrais vraiment prendre le bébé pour que toi, il t'aille dormir 2 heures, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il peut dire. Parce que la culpabilité de pas être 100% du temps présent avec son bébé peut vraiment accaparer une mère. C'est une réalité aussi. Mais c'est de trouver l'espace dans lequel on va soutenir, sans juger, sans décider, sans être toujours porteur de solutions. Parce que c'est ça aussi dans nos sociétés, on attend toujours d'être porteur de solutions. Je vais régler ton problème. Parfois, je veux pas que tu règles mon problème. Je veux juste que tu m'écoutes, que je pleure un bon coup, peut-être même que je vais t'insulter un peu parce que ça me fait du bien, mais je n'ai pas besoin que tu décides à ma place de ce qui est bon ou pas bon pour notre bébé. J'ai besoin que tu me soutiennes, que tu m'encourages, mais pas que tu penses que tu sais mieux que moi ce qu'il y a à faire là maintenant tout de suite. Parce qu'on aime bien dire aux femmes ce qu'il faut faire, hein, on va pas se mentir. Et donc de se positionner comme, je vois, ok, oh waouh, la crise est forte, je te vois là, t'es en train de... Dis-moi ce que je peux faire si tu veux que je fasse quelque chose, sinon je suis là, je t'écoute. Parfois, c'est tout ce qu'on attend, en fait. Une oreille. Dire là, je vais péter une case. C'est pas contre toi, mais je vais le faire quand même. Et on va offrir le spectacle. Et parfois, il y a rien d'autre à faire que d'écouter. C'est vrai qu'on n'a pas tous ces compétences-là. Et avec les enfants, ça devient indispensable. Donc, c'est hyper intéressant de commencer par là, ouais. Je suis d'accord avec toi. J'ai une dernière question. On sait que le cododo peut jouer un rôle important dans la mise en place d'allaitement. Et on a toutes les injonctions sociétales, c'est malsain, c'est pas sain pour le couple, vous allez jamais retrouver votre place. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter comme éclairage là-dessus? L'allaitement permet de diminuer les risques de mort inopinée du nourrisson de plus de 50%. Ce qui veut dire que, techniquement, l'allaitement va faire en sorte que le bébé dorme dans la chambre avec les parents. Ce qu'on veut, avant toute chose, c'est privilégier le sommeil. Le fait d'avoir un bébé dans une autre chambre, qui soit mis dans un autre lit, parce que sinon le couple ne va pas s'en remettre, je pense qu'une famille peut ne pas se remettre aussi d'avoir une mère qui soit complètement épuisée, fatiguée, parce qu'elle doit se lever à chaque fois qu'il faut nourrir le bébé. La réalité, c'est que le couple sera bouleversé par l'arrivée d'un enfant. Et que c'est pas le fait que le bébé dorme dans une autre chambre qui va accélérer la reprise des rapports entre les deux parents. C'est pas ce qui va accélérer l'entente familiale. Ce qui va accélérer le fait que la famille aille bien, c'est avant toute chose que la majeure partie de la famille dorme le mieux possible. Le sommeil, c'est la clé. Mais c'est pas le sommeil du bébé le problème. C'est le sommeil de toute la famille. Quand on a une maman qui s'est réveillée toutes les 2 heures pendant la nuit, il est fondamental de lui proposer un temps de sommeil pendant lequel elle va être seule dans sa chambre.
pas perturber. Parce que quand on a le bébé à côté, on est comme en hypervigilance les premières semaines, on l'observe, est-ce qu'il respire, ok c'est bon, il m'a pas sollicité, ça fait 2 heures qu'il a mangé, est-ce que je dois pas le réveiller, est-ce que je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. Alors que si le bébé n'est pas présent avec nous, on peut potentiellement avoir 2-3 heures pendant lesquelles on va pouvoir dormir sans avoir cette inquiétude. Bien entendu dans un contexte, on l'a dit, où on peut faire confiance à la personne qui va rester avec lui. On peut donc avoir ces temps-là le matin, soit l'après-midi. Déjà, il y a 2 moments où on peut proposer un temps de sommeil à la mère. Donc ça, c'est une première chose. Le fait que le bébé dorme avec nous dans la chambre, ça va permettre surtout dès le moment où le bébé va avoir ses premiers signes de faim, on va pouvoir dégainer le sein, lui proposer le sein directement et faire en sorte que le bébé ait accès rapidement à la poitrine de la mère. Ça va motiver la lactation à se mettre en place et ça va éviter surtout le fait de se lever, d'aller chercher le bébé, de s'asseoir quelque part, de lui donner le sein. Donc le fait de partager le lit avec le bébé, c'est quelque chose de bénéfice pour le sommeil majoritairement, mais aussi pour la lactation, pour la mise en place de l'allaitement, et ça va éviter vraiment une fatigue supplémentaire qui n'est vraiment pas nécessaire en postpartum. Le couple peut traverser une épreuve, ça peut mettre du temps avant qu'il y ait de nouveau des rapports qui puissent se mettre en place, mais c'est pas la priorité après l'arrivée d'un enfant. Et si le père, j'aime bien dire cette phrase, mais elle est peut-être un peu violente, si le père est réellement fort en demande pour des rapports, pour de l'intimité avec sa partenaire, la question c'est de se poser, est-ce qu'il est assez fatigué ? Est-ce qu'il est assez fatigué ? Genre je le redis, est-ce qu'il est assez fatigué ? Parce que quand on est fatigué, la libido elle tombe. Elle est dans les chaussettes. On n'a pas la même énergie là-dedans. Donc est-ce qu'il en fait assez ? Est-ce qu'il est assez présent dans la maison ? Est-ce qu'il a assez nettoyé, balayé, rangé dans la maison ? Et de toute manière, une autre étude nous prouve que le plus vite les partenaires se mettent à ranger et nettoyer dans la maison, qu'ils prennent soin de la maison, au plus vite il y a un retour des rapports entre le couple. Donc, messieurs, si vous voulez avoir des rapports avec votre femme, commencez par vous demander, est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que je suis assez fatiguée ? Et si c'est le cas, alors on peut regarder ce qu'on peut avoir comme rapport avec la personne. Mais il faut aussi comprendre que le changement de corps va pas favoriser le fait d'avoir envie de rapports avec quelqu'un d'autre. Et ça aussi, il faut le comprendre. Il faut vraiment faire preuve d'écoute. Les hommes n'ont pas été assez éduqués aux soins aux autres. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, c'est culturel. C'est culturel. Les femmes, les petites filles, dès qu'elles sont toutes petites, on leur apprend à prendre soin. Oui. Les hommes, on leur apprend à performer, à faire. Voilà, donc c'est culturel. Merci beaucoup Véro pour tous ces éclairages qui vraiment peuvent faire la différence, j'espère. Et merci à ta petite d'avoir été si coopérative. Merci à toi de m'avoir donné la parole. J'irai pas jusque-là. Elle n'a pas été si atroce que ça, on est d'accord. Merci beaucoup Susanna. Merci à toi, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!